Chasser les infos, les actus et les interviews. Qui dit interview dit émission spéciale aujourd'hui avec un invité spécial, le grand Steve Chenel, premier coureur cycliste pro ou du moins anciennement pro à intervenir au micro de notre émission. Steve Chenel, ancien pro de 2007 à 2015, passé par la FDJ, AG2R et la Cofidis, fondateur et directeur de l'équipe cycliste de l'équipe cyclocross Chazelle Canyon en 2015, anciennement cross team by G4. Exact. 3 fois vice-champion de France de cyclocross et champion de France de cyclocross en 2018 sous statut amateur, faut-il le signaler. Il a participé à 2 grands tours, le Giro en 2009 et la Vuelta en 2013. Sportif aguerri, sportif addict, consultant pour Eurosport et actif sur Twitter. Il a notamment fait le buzz dernièrement sur la toile en période de confinement avec un petit sketch en compagnie virtuelle de Guillaume Digravian et Jackie Durand façon Radio Bistro, allez la voir, c'est vraiment très drôle, très créatif et c'était vraiment bien joué de la part de Steve. À la barre de notre émission ce soir, Loïc, le capitaine de route breton. Salut Loïc. Salut à tous, heureux de vous retrouver en cette période de confinement pour passer le temps et puis on a un bon invité donc ça fait plaisir de vous retrouver. Alex, la néo-recrue et véritable maître des statistiques cyclistes, salut à toi. Salut Coco, salut tout le monde. Et notre mythique CM Community Manager occitan et tirailleur de la palade, Rudy. Salut Rudy. Salut. Donc, nous avons le privilège de recevoir Monsieur Chenel aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi. Si tu veux te présenter ou passer un petit coucou à nos auditrices auditeurs, t'es le bienvenu. Salut à toi. Eh ben, salut les gars, merci beaucoup de m'accueillir sur votre émission, ça fait plaisir. Effectivement, en période de confinement, on peut justement profiter de tous ces instants pour essayer de répondre un maximum à ce genre d'émission, un maximum de choses à faire en dehors du vélo pour essayer justement de distraire, de raconter quelques histoires sympas. Et tu as déjà fait un bref étalage de ce que j'ai déjà vécu pendant quelques années, donc on pourra y revenir sans aucun problème. Et je suis très très content de partager cette heure et quart avec vous. Donc, nous aussi. Hein. On va justement pour revenir à ce que disait Steve, moi j'ai fait une petite présentation. Rudy, toi qui es fin connaisseur du cycliste et fan de Steve, est-ce que tu peux nous faire une présentation bio, on va dire un peu plus argumentée et détaillée? Te loupe pas. T'as pas la pression. Non. Bah, déjà Steve, il est déjà en fait consultant sur Eurosport depuis mars 2016. C'est ça. Et c'est assez sympa de le retrouver sur les courses parce qu'il y a un côté assez décalé qu'on retrouve pas assez souvent dans les autres sports, je trouve. Et il y a toujours le mot pour rire, c'est ça qui est bien quand on est à l'antenne. Des fois, faut le dire clairement, des fois, suivant les courses, on s'est clairement chier. Et en début de Tour de France, heureusement qu'il y a Steve, quoi, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait? Sinon encore, Steve, oui, bien sûr. Steve, Rudy te fera un chèque à la fin de l'émission. Ouais, mais de toute façon, il est au courant des tarifs, il sait comment ça se passe. Oh, bien sûr, son titre de champion de France des cyclocross en 2018, qui était énorme. Parce qu'après, finir 3 fois deuxième, la quatrième c'est la bonne, comme on dit. Non, c'est pas ça. Bon, presque. Et encore, il a cité 3 fois vice-champion de France, mais il y a aussi des places de deuxième lorsque j'étais dans les catégories de jeunes. Donc effectivement, c'était ce titre en 2018, c'était assez énorme de pouvoir enfin monter sur la plus haute marche. Question, les 3 fois où tu fais deuxième au cyclocross, c'est derrière Francis Mouret. Comment il s'appelle, Francis Mouret à chaque fois? Non, il y a 2 fois derrière Francis. Les 2 années de suite, d'ailleurs, c'était l'année de Pontchâteau et l'année de Liévin. La première année, c'était une grosse erreur de jeunesse. J'arrivais enfin pour la gagne avec lui. J'étais persuadé que je pouvais le battre, mais j'ai paniqué, j'ai lancé mon sprint de beaucoup trop loin. Et la deuxième année à Liévin, là par contre, coup du sort, Francis a une trentaine de secondes d'avance sur moi. Je vais pour terminer deuxième en toute logique et encore une fois, sauf qu'il crève. Et là, je me dis que c'est mon jour. Les astres se sont alignés. J'ai la chance qui va arriver de mon côté. Sauf que dans la dernière ligne droite, il avait un plateau de 50 à l'avant et moi, j'avais un 46.
Et j'étais sûr de Ouais, ma ça pointe fait de vitesse et bah, j'ai buté, j'ai jamais réussi à le passer tout simplement. Les gens n'ont pas répondu. Voilà. et la dernière fois, c'était contre, Ventus, non? Non, c'était Aventure? face à Aurélien Duval. C'était à Kelnuck Ah d'ailleurs. exact. Où là, pareil, je suis quasi sûr de l'emporter parce que je pense être quelqu'un d'assez rapide au sprint. Alors, enfin, en tout cas, durant ma carrière, j'ai réussi à faire de belles places et de belles choses grâce à cette pointe de vitesse. Et au final, là, je déchausse à 200 mètres de l'arrivée. Pendant qu'il lance le sprint, je déchausse et c'est baisé, comme on dit. Donc là, par contre, il y avait énormément de frustration parce que j'avais réussi à battre Francis Mouret, qui était d'ailleurs mon équipier l'année-là à la Française des Jeux. Mais je suis tombé sur un Aurélien Duval bah voilà, qui était très fort ce jour-là, qui a su tirer profit d'une course un petit peu d'attente de ma part, parce que pour moi, j'avais qu'une option, c'était le sprint. Mais le sprint, bah voilà, on peut déchausser. Et la seule façon que j'avais pour un jour m'imposer, c'était d'arriver tout seul. Et c'est ce que j'ai fait en 2018. Comme ça, il n'y avait pas photo. Ouais, voilà. Il y avait le temps de savourer. Ouais, Ouais, ça plus, ouais, grave, grave. Alors, Steve, en entrée de notre menu aujourd'hui, on va te faire un petit rapido vélo. C'est, on va dire, un petit rituel qu'on fait parfois quand on reçoit des cyclistes amateurs ou non. Donc, le principe du jeu, c'est en fait, on va te citer deux mots clés liés au monde du vélo. Donc, par exemple, Mont Ventoux ou Alpe d'Huez, et tu dois choisir l'un ou l'autre. Oh, ok, d'accord, Euh, ça marche. C'est, on va dire, une petite mise en bouche pour démarrer l'émission, dont la convivialité malgré ce confinement. Alex, si tu veux commencer, vas-y champion. Alors, on sait que tu as fait 2 grands tours, pas le Tour de France malheureusement, Non, mais pour toi, plutôt Giro ou Vuelta? ah, Vuelta. 100% Volta, ouais. Surtout qu'en 2009, quand j'ai fait le Giro, c'était l'année où Danilo Di Luca avait remporté ce grand tour. Et honnêtement, quand j'y repense aujourd'hui, c'était du grand n'importe quoi. C'était, on roulait à des vitesses folles. Moi, j'étais très naïf. J'arrivais d'Aubert. J'étais ma première année chez Bouygues Télécom et je ne m'attendais pas à recevoir autant. Et d'ailleurs, c'était c'était fou de se dire que mon seul et unique but sur ce Giro dans la première semaine, c'était d'essayer de prendre une échappée et j'en ai jamais pris une. Et quand on est arrivé dans la montagne, moi qui pensais être on va dire un passe-partout, là j'étais dans les, allez, on va dire dans les 30 premiers lâchés. Franchement, c'était très 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 dur. Et en plus, j'ai un très mauvais souvenir parce que on n'avait pas été gâté non plus par la météo. Donc voilà, je suis pas reparti la 14e étape. J'étais à 9 de tension. Le médecin a refusé que je reparte. Donc c'était très très dur, un très très mauvais souvenir. Alors que la Vuelta, là vraiment, c'était plutôt un bon souvenir, des étapes plus courtes, la chaleur présente quasiment tout le long de la course, même si j'abandonne cette fameuse étape à Andorre où on a la neige, alors qu'on a eu 13 jours de canicule pendant 2 semaines quasiment. Et cette fameuse étape où il y a plus de 25 coureurs qui abandonnent, il me semble, je fais partie de ceux-là. Donc non, la Vuelta sans aucun problème. Le Tour 2009, c'est pas celui où vous bouffez de la pluie, genre toute la première semaine quasiment? Oh, c'était énorme parce qu'on était déjà arrivé à Lido des Venezia, on était sur la petite île pour faire un chrono par équipe d'une quinzaine de kilomètres. Moi, c'était la première fois que je faisais cet exercice-là aussi. Donc, et effectivement, on a pris cher toute la semaine, c'était assez incroyable. Honnêtement, zéro plaisir. Après, c'était mon premier grand tour, je découvrais, donc j'étais content d'être sur le Tour d'Italie parce que forcément, on a les gens autour de vous qui vous idolâtrent. Et quand on est coureur cycliste, on se dit faire un grand tour, c'est énorme. Moi, j'ai jamais eu cette passion pour les grands tours, mais c'est vrai que bon, bah, là, je me devais de faire au mieux et d'apprécier mon passage au Giro. Loïc, si tu veux Ouais. continuer le petit jeu. Alors moi, j'ai une question pour toi. Vu que tu as été dans les 2 grosses World Tour françaises, même si maintenant la Cofidis, ça rejoint les World Tour, plutôt FDJ ou AG2R? Euh, Honnêtement, les deux. Après, au jour d'aujourd'hui, je pense que ma préférence irait sur la FDJ. Mais AG2R ont développé un vrai groupe de Classic Man. Allez, je dirais FDJ parce que je sais que Marc Madio, aujourd'hui, j'ai plus de maturité et je suis moins con que quand j'étais coureur et je pense que j'aurais plus facile à discuter avec lui.
Parce que, juste pour revenir sur ça, je sais qu'il y a eu une polémique quand, il me semble, c'est Venturini, de la G2R, a remporté le championnat de France de cyclocross en 2019 et qu'il avait annoncé qu'il participerait pas au reste de la saison cyclocross et qu'il se concentrerait sur la route. Et ça avait un peu gueulé contre la G2R parce que Ouais, beaucoup disaient que. ouais, après c'était c'était des guéguerres de tweetos, j'ai envie de dire, parce que je pense que si demain n'importe quel coureur cycliste professionnel va au championnat de France sur piste, on n'ira pas le critiquer. Là, c'est vrai que Clément malheureusement ne peut plus faire toutes les coupes du monde et toutes les courses internationales, mais pour autant c'était lui le plus fort l'année-là, donc il n'y a pas de raison. Ah oui, clairement. Donc non, il n'y a pas photo. C'est des petites guéguerres. C'est la magie des réseaux sociaux aussi, ça. Alors C'est moi, sûr. j'ai une petite question par rapport à ce jeu-là, peut-être un peu plus, on va dire, vintage. Années 90, tu vois, comme tu travailles avec le consultant Jackie Durand, qui est un coureur des années 90, Exact. typiquement. Moi, c'est un peu de ma génération, donc c'est un peu une Madeleine de Proust. Si je te demande de choisir entre Virenque et Jalabert, qui sont les deux coureurs français emblématiques de cette décennie. Bah, je te dirais Jackie Durand. Ouais, mais c'est trop facile. C'est trop Non, facile. mais honnêtement, en plus, c'est pas du tout faire de la lèche ou le caresser dans le sens du poil, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les coureurs de classique. Moi, c'est vrai que Ouais. je suis de 1983, donc dans les années 90, j'étais fan plutôt des Classic Man, et en 93, notamment Dominique Arnoux, qui gagne une étape du Tour de France, mais qui est surtout champion du monde de cyclocross. Et en 92, Jackie qui remporte le Tour des Flandres, j'ai 9 ans. Avec quelle manière? Avec quelle Exact, manière? Échappée c'était énorme. monstrueuse. Et puis cette équipe Castorama qui était pareil, énorme de par sa tenue. Enfin, elle a fait rêver plus d'un gamin, je crois. Est-ce que tu te rappelles de Bourguignon? Bah, pas tant que ça. Je me rappelle surtout de Bourgui sur le Tour de France avec ses échappées, puis surtout que Ouais. c'était un bout en train. C'est Ouais. l'une Ouais. des raisons pour laquelle tout le monde a eu un atome crochu avec Bourguignon. Mais non, allez, si je devais répondre quand même à ta question entre Jalabert et Virenque, je dirais quand même Virenque. Parce que malgré qu'on se foute de sa gueule à longueur de journée quand il était à l'antenne sur Eurosport avec ses phrases assez ubuesques et énormes, parce que c'est énorme de sortir ce genre de conneries, mais c'est justement, c'est justement c'est justement le charme de Richard, c'est que c'est quelqu'un d'entier et qui a un vrai gros cœur. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens l'aimaient bien dans les années 95-2000. C'est parce que malgré toutes les affaires qu'il ait pu avoir, malgré cette affaire Festina et tout ça, c'est quelqu'un qui était entier. Et aujourd'hui, Richard, pour avoir travaillé un petit peu avec lui, c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Ouais, et coureur typiquement français, qui a un charme typiquement français. On préfère les coureurs qui ont du panache aux grosses machines. Les coureurs qui ont du panache et qui se font battre en plus. En France, on n'a pas cette culte de la. C'est terrible à dire, mais Armstrong, c'était la bête à battre parce qu'il gagnait tout et c'était l'américain. Et finalement, Virenque, c'était le petit français qui se faisait battre, un petit peu comme Poulidor de toute façon. Poulidor, s'il était aussi aimé, c'est parce que justement, il y avait cette dramaturgie autour de lui. Moi, je suis pas forcément fan de ceux qui se font battre, mais il y a ce petit côté, on s'attache à lui parce que c'est le pauvre type qui arrive pas à gagner, tu vois. Donc on a envie de l'encourager, on a envie de lui dire il va réussir. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui a fait aussi ma popularité en cyclocross. C'est terrible à dire, mais c'est parce que j'ai toujours été deuxième, troisième, battu. Et finalement, c'était le petit Vosgien, il va peut-être un jour y arriver. Et puis c'est vrai que j'y suis arrivé, donc c'était génial. C'est pas Roras qui a 33 ou 34 top 10 actuellement sans avoir gagné? Roras, il est pas mal. Ouais, Roras, Roras, c'est vraiment le mec. T'arrives à 2 avec lui, tu le bats. T'arrives à 10 avec lui, il fait 2. Non, mais il est énorme, ce mec. Il est énorme. Rudy, à ton tour. Rester sur les consultants, on va dire Jackie Durand ou Guillaume Grazer. Jackie, parce que Guillaume, c'est vraiment un journaliste multitâche. Mais non, Jackie, parce que c'est un peu mon capitaine et mon modèle. Alex, deuxième et dernier tour de table pour ce petit rapide au vélo. Est-ce que j'en ai un Si, bah évidemment. Un pour toi, le Classic Man. Paris-Roubaix, Tour des Flandres. Pour moi, perso, le Tour des Flandres. Je préfère Ouais. J'ai préféré courir les Flandres que courir Roubaix. Mais en tant que Français, je pense que gagner Paris-Roubaix, ça aurait été quelque chose d'énorme dans ma carrière.
Maintenant, j'ai quand même une préférence pour les Flandres, Tour des Flandres. Ok, bah à moi. Loïc, à toi. Encore toi qui es un classic man, on sait qu'à la Quick Step, ils ont 2 bons Français qui roulent bien et qui sont bons sur les pavés. C'est Néchal ou Cavagna? Oh là là, j'adore les deux parce que j'ai eu la chance de faire ma dernière année Cofidis avec Flo Sénéchal et puis Rémi Cavagna. Ouais, et juste avant qu'ils partent à la Quick Step d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et puis Rémi, je le connais pas, j'ai pas du tout roulé avec lui, mais le peu de fois que j'ai échangé avec lui derrière le micro, c'est un gamin très très cool, très simple et tout. Je vais vous demander un petit joker. Ok. Allez, on accepte, on Le l'accorde. TGV de Voilà. Clermont-Ferrand face à Sénéchal. Superbe échappé d'ailleurs sur les boucles qu'il a fait cette Non, année. mais d'ailleurs. c'est un truc de fou Ouais. là, ce qu'il nous a fait au. C'est un Non, monstre. mais d'avoir autant d'avance et bon après maintenant le problème c'est qu'avec ce genre de numéro il va désormais être marqué et on lui laissera beaucoup. Bah regarde Thomas de Gendt, il est remarqué, mais il gagne quand même. Ouais, mais Ouais, voilà. faudra que ce soit très dur pour qu'il puisse arriver à refaire ce genre de numéro. Et, Ouais. maintenant, il n'y a plus l'effet de surprise. Exactement, Ouais. exactement. Et moi, je vois bien Cavagna nous faire comme a fait Bettiol, si tu veux, en 2019 sur le. Bah, sur ce le serait flanc. énorme, ce serait énorme. Après, c'est sûr qu'on l'attend, hein, le Français qui va succéder à Jackie sur les classiques. Mais cette année, s'il y avait eu les Flandres, je pense que Julien n'aurait pas été bien loin de remporter les Flandres. C'est par rapport à ses caractéristiques et à le fait qu'il soit très à l'aise. Je pense que Julien sur les pavés, ça peut. Ouais, sans problème. Bah, le rang 2, pourquoi pas, Roubaix après. Exactement. Je pense que sur le Ouais. Tour des Flandres, on sait que c'est des efforts très explosifs, sans aucun problème. Après, pour Roubaix, c'est plus la grosse force, un peu moins bien. Mais encore que, il est tellement bon partout, ce gaillard, qu'il peut tout gagner. Ok, vas-y, Rudy, à toi. Moi, ça va être vraiment difficile comme choix, mais un Français qui gagne le Tour de France ou un Français qui gagne le championnat du monde de cyclocross? Oh non, un Français qui est champion du monde de cyclocross. Le Tour, Ah. non, le Tour, bien sûr que ça me ferait plaisir, mais après, je pense que j'aurais plus facilement ma larme à verser avec un Français qui devient champion du monde de cyclocross élite, je parle, qu'un vainqueur du Tour de France. Tu penses qu'Antoine Benoît, d'ici quelques. Ouais, entre autres, je pense qu'il y a Antoine qui peut y arriver, bien sûr. Après, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui poussent et qui vont arriver, qui ont des capacités assez incroyables, mais que pour l'instant, on n'a encore pas bien découvert parce qu'ils sont encore chez les petits. Je pense notamment à Rémi Lelandais. Je pense aussi à Florian Richard Andrade. Je pense à Noé Castille. Je pense à Hugo Anani. Je pense à toute cette génération de juniors là, qui arrivent. J'ai pu les côtoyer cette année au Championnat du Monde. C'est des garçons qui ont tout compris et qui ont vraiment un vrai amour pour la discipline. Et je pense sincèrement que c'est cette nouvelle génération qui peut faire du bien. Ok, moi je vais clôturer le petit jeu sur une question, je vais l'appeler la question Vas-y. Jean-Paul Roupier. Les 8 secondes de Fignon en 89 ou la 4e place de Vauclair en 2011? Ah, mais ça, c'est deux catastrophes. Ça. Je ne peux pas choisir quel est le plus catastrophique. J'ai envie de dire que le plus dur à accepter, c'est évidemment les 8 secondes de Fignon. Ouais. Mais honnêtement, quand Thomas fait 4e du Tour, on sent qu'il a vraiment flanché tactiquement et sur pas mal de choses à la con lorsqu'il était maillot jaune et tout. Non, la dramaturgie fait que les deux, c'est terrible. Les deux, c'est terrible. Et pour avoir aussi couru avec Thomas, un garçon avec lequel j'ai partagé chez Bouygues Télécom de belles années, j'ai envie de dire que ça me fait vraiment mal qu'il n'ait pas pu monter sur le podium du Tour. Ouais. Ok. Rudy, on passe à la deuxième partie de l'émission, la partie actualité. La team cheval. Voilà. Bah lui, depuis, je crois ça 2015, il a co-créé une équipe de cyclocross pour promouvoir le cyclocross Exact. en France. Donc, tu pourrais en parler. Bah écoute, c'est très simple. En 2015, ma carrière s'arrête avec Cofidis. Elle s'arrête un petit peu en queue de poisson. Ça se passe plutôt mal, pour ne pas dire très très mal, voire catastrophique. Donc je déchire mon contrat d'un commun accord avec Yvon Sanquer à l'époque au mois d'août. Et dans la foulée, je décide de créer cette équipe parce qu'à l'époque, avec mon ex-femme, Lucie Lefebvre, on a envie de faire du très haut niveau en cyclocross. Mais pour cela, on se doit d'être spécialiste à 100%.
Donc, on crée le Cross Team by G4. À l'époque, c'est Geoffroy Le 4 qui nous aide dans notre construction parce qu'on est complètement novice en matière de création d'équipe et de tout ce qu'il y a autour. Et très rapidement, on a John Gadret qui nous rejoint, qui est mon ami. Donc, John nous rejoint. Il termine 3e des championnats de France à Besançon. Et puis derrière, j'ai la chance de très rapidement trouver un petit peu plus de budget. Et là, dans ma logique de transmission, je décide de prendre des jeunes, de vouloir transmettre mon expérience et mon amour de la discipline. Et très rapidement, ça se passe bien. On a des médailles nationales dans un premier temps. Et puis ensuite, ce maillot de champion de France élite qui arrive en 2018. Et puis après, on a ces médailles internationales. Aujourd'hui, on a Yann Gras qui a terminé 3e des championnats du monde. Antoine Benoît, double médaillé donc au championnat d'Europe et au championnat du monde puisqu'il était chez nous. Et puis cette année, l'apothéose avec Michael Crispin qui est champion d'Europe. Donc je pense que on est dans le vrai de par notre politique de mise à niveau et d'emmener au mieux les jeunes vers le très haut niveau. Et maintenant, l'idée c'est de continuer encore et toujours de progresser puis d'arriver à avoir un jour une équipe professionnelle. Ouais. Voilà, moi j'ai une question, c'est est-ce que dans le long terme, tu considères que ton équipe reste comme un espèce de tremplin pour les jeunes très prometteurs avant de rejoindre les grandes écuries belges, ou plutôt justement d'aller titiller ces grandes écuries comme la Telenet ou la T'as tout Corendon? compris, aujourd'hui c'est clair qu'on est uniquement un tremplin Voilà. parce qu'on n'a pas les sous pour pouvoir proposer des contrats de travail aux coureurs et puis on n'a pas l'encadrement payé pour ça. On reste une équipe purement amateur, donc forcément on est un très bon tremplin et on est on est une belle DNA pour envoyer les coureurs sur la route, quoi. Maintenant, l'idée c'est justement de pas être uniquement ce centre de formation. L'idée, c'est vraiment de devenir une équipe comme Corendon, comme Alpecin Phoenix, comme Telenet Fidea, comme l'équipe ERA d'il y a 2 ans, comme l'équipe Powells de Elise Orbit. Mais pour ça, il faut juste plus de budget. Pendant 5 ans, pendant 5 ans, on a fait avec les moyens du bord. Et j'ai toujours dit que l'argent, c'était pas uniquement le frein. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un truc où si on veut progresser, c'est un petit peu comme une start-up qui serait développée, qui aurait une super idée. C'est on peut arriver au bout de la chose, mais que pour avancer, après, il faut de l'argent et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ouais, vous touchez un peu un plafond de verre actuellement. Carrément, non, ce qui nous manque, c'est uniquement des financements pour pouvoir justement payer les mecs, leur proposer des stages, parce qu'un stage aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais si on n'a pas d'argent pour payer l'hôtel, un kiné et le transport, c'est pas une question de volonté, c'est juste une question de pognon, quoi. Je vais juste ajouter une précision, vu qu'on parle d'argent sur le vélo. Corendon, qui est l'entreprise Corendon de tourisme, elle est en train de se casser la gueule à cause de l'épidémie. Donc, ce serait pas impossible que le budget de Corendon Circus saute grandement. Ouais, ça m'étonnerait pas. Genre entre moins 50 et ça moins ne m'étonnerait pas. 70%. Ça ne m'étonnerait pas. Après, je me fais. Pareil pour Sunweb et Bien les autres sûr, compagnies après, de je ne me fais tourisme, pas de soucis pour Corendon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la pépite, ils ont Mathieu Van Der Poel. Et je pense que demain, n'importe qui aime le vélo, on lui dit écoute, ça t'intéresse qu'on voit ta marque sur le dos et sur le cul de Mathieu Van Der Poel, il n'y en a pas beaucoup qui refuseront. Ouais. Ah ça c'est sûr. Mais c'est du court terme parce que Van Der Poel il va être amené à quitter cette partie-là. Je sais pas justement. La question elle peut être posée parce qu'en fait Van Der Poel il est quand même à la construction de cette équipe avec les frères Rodoft qui sont les managers de l'écurie et clairement aujourd'hui de toute façon qu'il soit là ou qu'il soit chez Ineos ou qu'il soit chez Lotto Jumbo ou n'importe où, il a le même contrat de travail et le même salaire. Ce qui change après, c'est le planning de course. Sauf qu'aujourd'hui, n'importe quelle course, ou si Alpecin Phoenix fait la demande, Alpecin Phoenix, ils sont pris s'ils viennent avec Van Der Poel. Donc lui, il a la possibilité de pouvoir faire du VTT, du cyclocross et de la route sans avoir un manager qui lui dit écoute, tu me casses les couilles, on te paye pour la route, quoi. Donc il a cette liberté de programme qui, à mon sens, n'a pas de prix. Et surtout que l'équipe route a fait un super recrutement, on en parle très peu, mais elle a fait un super recrutement pour la saison 2020, donc qui n'a pas eu lieu. Mais on fait venir du Modolo, on fait venir du Vacoch, on fait venir du très bon joueur. Donc qui dit que d'ici 1 ou 2 ans, si jamais des équipes, par exemple, que la Dimension Data, qui n'arrivent pas trop à confirmer tout ça, sont rétrogradées, qui dit que la Corendon ne sera pas là pour... non, mais la Dimension Data, clairement, elle n'a pas le même niveau que la Alpecin Phoenix, avec tout le respect que j'ai pour... Sauf cette année, ils deviennent un peu plus forts avec autour de... Ouais, enfin, ils ont gagné autour de... Ouais, non, mais ils ont gagné en retour, quoi.
Ouais, c'est vrai. à tout. Non, mais- Pas de problème, Euh, pas de problème. Steve, tout à l'heure, tu avais cité en aparté Etherbeat et justement, c'est une transition toute faite pour justement parler un peu de la nouvelle génération cyclocross avec des coureurs comme Etherbeat, Nice, Benoît, c'était Pitcock, Christophe. ouais. Pitcock. En trois tours. Pitcock aussi, oui. On voudrait avoir un peu ton avis et développer Ok, un peu ce thème pas de dans souci. l'émission. Tu veux savoir quoi alors? Justement, sur cette nouvelle génération, est-ce que tu penses qu'elle est prometteuse? Est-ce que tu penses que ça va donner, on va dire, une espèce de supervision sur le cyclocross qui est quand même, on va dire, un peu minoré par rapport Carrément, au non. cyclisme Après, sur route, des coureurs comme Tom Pitcock, par exemple, c'est des coureurs qui sont tellement bons. Que ce soit sur route, en VTT, en cyclocross, ils font du bien, ils font un bien terrible au cyclisme parce qu'en plus ils sont un peu anticonventionnels. Ils arrivent, ils attaquent, ils tentent des choses Ouais. assez incroyables. Van der Poel, c'est un petit peu sa marque de fabrique aussi. Quand on voit l'Amstel qu'il a fait l'année dernière, on se dit que c'est un mec qui il fausse tous les jeux et toutes les tactiques de tout le monde. Et je pense qu'effectivement, le cyclocross aujourd'hui, c'est une vraie école de la tactique à adopter et du vélo plaisir, du vélo amusement. Bien souvent, c'est vrai, on dit on joue au foot, on joue au tennis. Alors ça va, ça c'est évidemment, c'est tout le monde le reprend, mais on joue pas vraiment au vélo. Le vélo, c'est un sport dur, mais ces gars-là, en fait, ils font du cyclisme un jeu. On sent qu'ils tentent des choses incroyables. Ils sont techniques. Ils essayent d'être le plus inventif possible. Donc oui, ils font un bien énorme pour la discipline. Et moi, je suis admiratif d'un garçon comme Pitcock, comme Antoine Benoît. C'est des coureurs qui tentent des choses et qui en plus n'ont peur de rien. Ils vont jouer gagnant à tous les coups. Et ça marche ou ça marche pas, mais au moins ils essayent, quoi. Dans la trame des nouveaux, je pense aussi à un coureur qui a fait une grande partie des coupes de France de cyclo cette année et qui est en train de monter. Bien sûr, ouais. C'est Doubet, Baf. Fabien Doubet, qui a longtemps été vu comme un peu le troisième français de la Wanty. Et avec le départ de Guillaume Martin, sachant qu'il a fait un top 20 à Paris, il me semble, Un est-ce qu'il ne excellent. peut pas prendre plus d'importance dans le cyclisme français, pourquoi pas d'ici 1 an ou 2? Mais si, Fabien, il est énorme comme mec. Mais faut pour remettre l'église au centre du village, Fabien, il a été vice-champion du monde junior de cyclocross derrière Clément Venturini à l'époque. Et c'était à Saint-Vandel. Et d'ailleurs, l'année-là, les Français ont réalisé le triplé avec Venturini, donc, qui est champion du monde, devant Fabien Doubet, et le frère de Fabien Doubet, donc son frère jumeau qui fait 3e. Et c'est vrai que du coup, Fabien, c'était un VTTiste à la base. Il avait envie de continuer sa progression en VTT. Et il est arrivé au bout d'une histoire avec le VTT, c'est qu'il ne pouvait plus gagner sa vie, il ne pouvait pas gagner sa vie grâce à la discipline. Et en fait, un petit peu comme la plupart des crossman et des VTTistes qui ont envie de gagner de l'argent, eh ben, ils vont sur la route. Rappelez-vous Alexis Viermoz. Alexis Viermoz, il vient du VTT. Jean-Christophe Perrault. Exactement, Jean-Christophe Perrault. Moi, et Fabien Doubet, c'est exact. Je me rappelle d'un coureur, c'est pas Jiménez qui a fait. José Maria Jiménez. Non, mais un Français qui n'avait pas brillé sur route, mais qui avait brillé aux Jeux Olympiques sur du VTT. Enfin bon, peu importe. Mais, si, exact, ouais. Mais c'est vrai que ce qui est énorme, c'est de se dire que Fabien, quand on voit le Paris-Nice qu'il a fait, l'année dernière au Tour d'Oman qui termine 14e, quand on connaît la difficulté de Green Mountain, pour beaucoup c'est une surprise. Mais très honnêtement, si on regarde un petit peu plus loin en profondeur la formation qu'il a eue chez les jeunes et sa progression constante, oui, effectivement, d'ici 2-3 ans, je pense qu'il peut effectivement faire dans les 10 d'une course à étapes d'une semaine. Ça, c'est sûr. Et puis sur certaines classiques, pourquoi pas aussi aller jouer le top 10, voire beaucoup mieux s'il continue à progresser. Mais pour moi, c'est pas une surprise et ça reste encore une fois une valeur qui montre que quand on fait du cyclocross chez les jeunes et qu'on est bon chez les jeunes, forcément, on est un bon routier. Ça, c'est sûr. D'accord. Pour toi, il n'y a pas trop de difficultés de transition entre le cyclo et la route? Non, pas du tout. Non, il n'y a aucune difficulté. Au contraire, tout à l'heure, on parlait des étapes sur route où on se fait chier. Mais clairement, par exemple, sur un Milan-San Remo, si on regarde les 6h30 de direct, il y a combien de minutes qui sont intéressantes, où il y a de la bagarre, où on voit que les coureurs sont à fond? Je dirais à peu près 30 minutes entre la montée de la Cipressa et du Poggio. Un cyclocross, c'est 1 heure. C'est 1 heure à ce rythme-là. Donc les crossman, quand ils arrivent sur la route, tenir 30 minutes à fond la montée de la Cipressa et du Poggio, ça, c'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est le volume et c'est la distance d'avant. Sauf que ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec juste des heures de sel et un peu de motivation, c'est quelque chose qui vient très rapidement. Donc honnêtement,
Un garçon comme Iserbyt, on le met sur les classiques flandriennes avec 3 mois de volume avant, il peut jouer les premiers rôles sans aucun souci. C'est pas dénigrer du tout les performances des routiers, bien au contraire. C'est juste expliquer que pendant tout l'hiver, on est en PMA pendant quasiment 1 heure, et c'est quelque chose que les routiers ont du mal à faire parce que justement, l'idée de faire du volume et des intensités hors compétition, c'est plus compliqué qu'en compétition. D'accord. Mais à Et l'inverse, par exemple, un routier qui voudrait aller sur le cyclocross, pour toi, c'est pas possible. Tu peux pas si t'as pas eu. Bah, c'est plus dur parce qu'il y a quand même l'aspect Il y a la technique bouffe. qui rentre en considération. Il y a la Il y a... non, il y a la bouffe aussi. Il faut parce qu'il faut être un peu plus gros pour pas avoir froid. Ouais. Mais non, je plaisante. Mais évidemment que non. Mais il y a beaucoup de coureurs qui aiment faire du cyclocross l'hiver pour justement faire monter le cœur et essayer d'être au mieux quand la saison sur route démarre. Et forcément. L'hiver dernier, on a vu Romain Bardet faire des cyclocross, on a vu Lélian Calmejane faire des cyclocross, Nance Peters, tous ces garçons-là qui ont besoin justement de mettre un dossard l'hiver pour faire de la PMA et arriver la première saison route avec la première course sur route, pardon, avec un état de forme vraiment bon. Ok. D'accord. Vous n'êtes pas des adeptes du alors, cyclocross, les gars, je me le trompe? coureur, c'était Miguel Martinez, pardon. Miguel. Ah, Miguel, ouais, effectivement. Ouais, Miguel, il était à la Mapei. Il a été champion olympique à Atlanta. Et pareil, il était arrivé au bout d'une chose. Il avait envie de gagner un peu plus de pognon sur la route. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait signé à la À Mapei. l'époque où la exactement, Mapei avait fait le triplé Paris-Roubaix, non? Je me rappelle plus, mais je crois qu'il a même Martinez avait fait Roubaix. Hein. Oui, Martinez avait fait Roubaix. Ouais. Alors, on a un mec qui fait du cyclocross dans notre équipe, c'est le monteur, qui fait du cyclocross en junior. Voilà. Bon bah, vas-y Coco. Non, mais après pour un débat plus global, parce que là on a fait à peu près tous les thèmes, c'est justement quand tu parlais, tu faisais le parallèle entre le cyclisme sur route et le cyclocross. Nous on s'intéresse effectivement au cyclisme en général, un peu plus à la route parce que c'est un peu l'équivalent de la Formule 1 pour les sports mécaniques, on va dire, si je vulgarise le propos. Mais moi, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu penses, un peu pour faire une synthèse de ce que tu disais, qu'en fait, vous manquez de reconnaissance, quoi, en fait. On sent qu'il y a peut-être vous êtes un peu l'antichambre du cyclisme et que vous manquez de reconnaissance. Alors, quand je dis vous, c'est pas toi. Hein, oui, c'est la discipline, ouais. Et qu'il y a ce côté un petit peu, j'ai l'impression, l'antichambre, quoi. C'est un peu comme le sport mécanique, t'as la F2, enfin, tu vois, c'est un Exactement. peu, tu sais, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et ta question, elle a le mérite d'être claire et en même temps, dans ta question, il y a la réponse, c'est qu'effectivement, on est l'antichambre. Et on est l'antichambre un petit peu comme le karting. On diffuse jamais les courses de karting à la télé, mais pourtant, tous les meilleurs pilotes de Formule 1, tous les meilleurs pilotes de rallye en WRC ou peu importe, ils viennent tous de l'école du karting. Et ceux qui ne passent pas par l'école du karting, c'est des phénomènes, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose parce que quand on regarde aujourd'hui ceux qui font l'actualité du cyclisme sur route, c'est tous des garçons qui sont passés par le cyclocross. Donc forcément, on est un petit peu en recherche de notoriété pour justement pouvoir être une vraie discipline à part entière, même si ça commence à être de plus en plus le cas avec des garçons comme Iserbyt, justement, comme Lorenz Wick, comme Toonarts. C'est des garçons qui n'ont pas forcément envie d'aller sur la route comme Van Der Poel ou comme Van Aert ou comme Lars Boom ou comme Zdenek Stibar, tous ces coureurs qui ont été champions du monde. Mais du coup, effectivement, le souci qu'on a aujourd'hui, la discipline, c'est ce manque de notoriété. Parce que même s'il y a de plus en plus de cross qui est diffusé, en France, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça reste une discipline très néerlandophone, tout simplement. Et ensuite, je pense qu'on est en manque tout simplement d'argent, malgré tout. Parce que pour faire de grands spectacles, pour qu'il y ait un vrai show autour des cyclocross, les organisateurs ont besoin d'argent. Et pour cela, il faut que la discipline soit reconnue, soit pourquoi pas discipline olympique ou autre. Mais ça viendra, mais ça prendra du temps, ça c'est sûr. Oui, voilà, parce que bon, aujourd'hui, à part la coupe du monde et le trophée des VV, il y a pas grand-chose à regarder. Exactement. En termes de cyclocross, voilà. Non, c'est clair, surtout que ce qui est dommage, je trouve, c'est que c'est très télégénique. Enfin, j'imagine que si je vous pose la question, vous n'êtes peut-être pas pratiquant du biathlon, voire pas du tout, mais pour autant, vous adorez regarder Martin Fourcade faire du ski et tirer, parce que c'est justement, c'est un format qui est incroyablement bon
Et en fait, le cyclocross, c'est exactement ça aussi. C'est une heure et c'est bien plus prenant qu'une étape entre Bordeaux et Nantes, tout plat, avec rien du tout, quoi. Ouais. Mais en fait, Voilà. on a l'impression un peu, tu parlais du biathlon ou même par exemple l'escrime où là les Français brillent, que en fait la lumière est mise en avant sur ta discipline que pour des événements style Jeux Olympiques par exemple. Tu vois. D'accord. Bah, quand on prend l'escrime, ouais, l'escrime, c'est tout à fait ça. C'est une discipline olympique. Donc, déjà, les aides et on va dire les stages et autres, l'équipe de France a un peu de moyens parce que justement, il y a moyen tous les 4 ans d'aller chercher une discipline olympique et aussi de la reconnaissance et de la notoriété. Mais pour autant, ça reste une discipline pauvre, Ouais. je pense, parce que justement, elle n'est pas professionnelle et ça me paraît compliqué aujourd'hui de voir un Brice Guyard, par exemple, être millionnaire, comme peut l'être la plupart des coureurs cyclistes qui sont champions et dans le Ça me top 10 rappelle, mondial, je quoi. sais pas si tu te rappelles Donc, les frères Guyot qui étaient champions olympiques de lutte. Et en fait, qui travaillaient comme agents à la RATP, ils ont fait faillite, enfin ils ont été totalement abandonnés par leur fédération et enfin, voilà. oui, non, mais c'est pour ça que moi, tout à l'heure, voilà, c'est vrai que je défends le cyclocross à mort, mais attention, on est quand même une discipline un Oui. petit peu plus riche que, effectivement, que la lutte, que le tennis de Oui. table, peut-être, Oui. que je connais pas mal de garçons qui font du squash. Enfin, il y a plein de sports où finalement c'est olympique et où il n'y a pas d'argent et leur seule motivation, c'est justement le vrai esprit sportif de dire, bah voilà, je veux être champion olympique et puis pas forcément me dire qu'il va gagner du pognon grâce à ça. Ok. Vu que tu es passé par Aubert, enfin, c'est ta dernière année amateur, normalement c'est à À Aubert. Etup, j'étais à Etup avant Si de je me passer à souviens. Aubert, ouais. Tu étais à Etup, ensuite passé à Aubert. Exact. Et aujourd'hui, il y a les équipes Conti françaises, je pense à Aubert et je pense aussi à la Natura Forever, Roubaix. Elles sont un peu, enfin, beaucoup les considèrent en perte de vitesse. Elles ont perdu leurs meilleurs jeunes. Je pense à, comment s'appelle celui qui est parti à la Cofidis, dont j'ai oublié le nom, le petit sprinter, Damien Touzé. Damien Touzé par exemple. Ouais. Et puisqu'on parle du cyclocross, je pense à Menu, dont tu avais partagé récemment une photo où il avait fait, je crois, 6e ou C'est 7e du ça, cross. ouais. Et des coureurs comme ça, on voit encore, je pense à aussi Thibaut Ferras, qui est à la Roubaix, qui a remporté un tour l'année dernière. Le boucle de la Les boucles de la Mayenne, je Mayenne, crois. ouais, exact. Les boucles de la Mayenne. Est-ce que justement, il faudrait pas insister plus, enfin, investir plus sur les justement les équipes de Conti, plutôt que d'avoir 4 ou 5 Conti Pro françaises avec la Vital, la Direct Energy, la Arkea, qui se battent un peu pour les places et qui forcément, il y en a une qui bouffe l'autre, quoi. Alors, je vais être totalement honnête avec toi. Aujourd'hui, je pense que les continentales comme Aubert et Natura Forever ne font pas, pour moi, leur rôle. Aujourd'hui, le rôle d'une continentale, c'est d'avoir des coureurs entre 19 et 23 ans et qui doivent faire de la formation pour faire gagner du temps aux jeunes. Moi, je me rappelle de l'époque de la Rabobank Espoir, où les coureurs, justement, comme Lars Boom, Thomas Dekker de l'époque, en fait, on se disait, putain, mais les Hollandais, ils arrivent sur les courses et ils sont déjà prêts, ils savent courir en équipe, ils savent créer une bordure, ils savent, je sais pas moi, ils savent rouler avec un maillot de leader dans l'équipe, etc., etc. Et aujourd'hui, en France, on a 19 ans, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans le World Tour directement pour gagner du pognon et pour faire les plus grandes courses. Mais pour moi, il y a une étape qui n'est pas franchie, c'est cette fameuse étape de formation. Et cette étape de formation, je pense que c'est aux équipes continentales justement de s'en occuper. Et je trouve très honnêtement que on en oublie un petit peu l'essentiel de ces équipes-là, c'est de courir en équipe, de courir avec un leader, d'aller chercher des places, etc., etc. Sauf que moi, j'y étais dans cette équipe à Aubert. Je sais comment ça se passe. Là, ça se passe, c'est que chacun a qu'une envie, c'est de faire son truc pour pouvoir vite se barrer et aller dans une plus grande équipe. Donc finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'on est arrivé face à une situation qui est que on est chez les pros, c'est bien, mais on veut pas rester longtemps, on veut pas traîner dans ces équipes-là. Et je pense que la formation n'est pas forcément bien faite, ou alors elle n'est pas faite de la meilleure des manières qui soit. Il y a des coureurs encore à Aubert ou à Roubaix qui ont plus de 23 ans. Et en toute honnêteté, je pense que si à 23 ans, on n'a pas eu cette formation accélérée, sauf quelques exceptions, notamment Thibaut Ferras, tu l'as dit, qui est passé pro l'année dernière et qui mérite sa chance chez les pros, du coup, la formation, elle n'est pas bonne. Et on se rend compte que les Français perdent du temps et ne sont pas forcément au niveau quand ils arrivent dans des...
quoi. Et pour moi, une équipe comme Roubaix et comme Aubert devrait se vanter de dire on est les équipes formatrices de justement Thibaut Ferraz, Damien Touzé. Et je pense que si c'était bien fait, les équipes françaises comme Total Direct Energy, comme Cofidis, comme AG2R ou comme la FDJ pourraient aller piocher bien plus facilement des gamins qui auraient fait 1 ou 2 ans là-bas. Parce que par exemple, je pense à la Aubert, puisque Romain Feuillu y a été, enfin il a pris sa retraite depuis, et qu'aussi Brice Feuillu pendant un Ouais. moment voulait faire une dernière pige à la Aubert. Est-ce que finalement les Contis sont pas en train de devenir un peu les cimetières des pros, genre on va faire notre dernière année quand même pour courir un peu? Moi, Oui j'ai et pas non, mis ça dépend de la Romain mentalité du Feuillu. coureur. Ça dépend de la mentalité du coureur, parce que je pense que Romain était vraiment un petit peu, j'imagine, parce que je le connais un petit peu, il était plus dans la transmission, justement. C'est D'accord. quelqu'un qui a envie de transmettre son expérience. Et je pense qu'au contraire, dans une équipe comme Aubert, avoir un garçon comme Romain Feuillu, ça doit être le capitaine de route à 100%, avec une grande confiance et tout. Par contre, il doit y avoir 7 gamins autour de lui qui doivent l'écouter et qui doivent faire leur formation aux côtés d'un mec comme ça. Sauf que j'ai l'impression que ce n'était pas le cas de ces dernières années. Et du coup, je peux comprendre qu'aujourd'hui, certains gamins n'aient pas envie de passer par la case Aubert ou par la case Natura Forever pour passer pro. Mais je pense que c'est essentiel de faire 1 voire 2 années dans ces équipes-là pour apprendre à courir justement et pas être mis dans le grand bain tout de suite et prendre des calottes. Parce qu'honnêtement, un gamin de 20 ans qu'on met sur le Giro ou qu'on met sur un Paris-Roubaix, c'est pas un cadeau. Tu penses que Et Evenepoel, par c'est un peu exemple, le tuer dans l'œuf tu penses que c'est un peu le tuer prématurément? Tu penses qu'il va craquer tout de suite si on le met sur un grand tour? Ça dépend, il y a des exceptions. Je pense à des garçons comme Evenepoel ou Pogacar. Mais ça, c'est des grands champions, c'est des cas exceptionnels. Mais sinon, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans le grand bain tout de suite, qui prennent des volets, qui sont pas prêts à ça, et puis qui psychologiquement pètent des plombs. Et il y a énormément de casses. Aujourd'hui, on parle que des super cas. On parle que des Alaphilippe, que des Touzé, voilà, que des Thibaut Pinot et tout. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui pètent les plombs, qui tombent en dépression. Pierre-Henri Le Cuisinier, par exemple, Entre autres, qui avait été champion du monde espoir, il me semble, qui avait été recruté par la FDJ. Il y avait une hésitation entre lui et Alaphilippe. Il a été recruté, il n'a jamais réussi à percer et il a arrêté le vélo 2-3 ans après parce qu'il se bien sentait sûr. plus bien. Et Non, mais ça, il y en a plein d'autres. Alors oui, lui, on l'a beaucoup vu parce qu'il était dans cette fameuse émission où ils ont voulu piéger Bernard Sens. Et puis, je pense aussi que c'était un garçon qui était de toute façon peut-être un petit peu fragile psychologiquement. Mais pour autant, c'est vrai qu'à 19 ans, si on te met tout de suite au départ du Giro, si t'es pas prêt, si t'as pas une éducation, une belle éducation, et si t'as pas conscience du travail qui te reste à faire, et si t'as pas été tout simplement prévenu du milieu qui est difficile, parce qu'aujourd'hui le cyclisme c'est un sport difficile où il n'y a pas de place pour les faibles malheureusement, et ben on peut très vite te péter les plombs. Mais est-ce que finalement, c'est pas un peu aussi la, la tendance du cyclisme actuel à recruter de plus en plus jeunes et finalement les exceptions qui confirment plus les règles? Parce qu'on voit avec tous les Pogacar, les Evenepoel, les Van der Poel et consorts, ça finalement, est-ce que les équipes françaises, les World Tour, les Conti Pro tentent pas de justement de se dire on va chercher le prochain Van der Poel ou consort? C'est ça. C'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que finalement des cas exceptionnels ces dernières années, on en a eu 3-4 justement avec Pogacar, avec Van der Poel, avec Evenepoel, et des garçons qui ont 24 ou 25 ans, on les considère comme des vieux maintenant. Et du coup, toutes ces équipes, même les équipes françaises, ne cherchent qu'une chose, c'est justement le phénomène. Donc on va aller chercher très jeune, très très jeune, on va aller en chercher 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, et puis finalement, il y en aura un qui va sortir. Et on va parler que de celui-là, mais il y aura eu 9, 10 gamins qui se seront cassés les dents et on n'en parlera jamais, malheureusement. les Colombiens de la UAE, par exemple. La UAE, ils ont fait Comment ? la UAE a recruté beaucoup de Colombiens très jeunes, de 18-19 ans. Exact. Pour moi, heureusement qu'il n'y a pas eu de saison 2020 pour eux, parce qu'ils vont avoir le temps de s'entraîner, etc., de faire du home trainer, de gagner un peu en maturité. Parce que sinon, s'ils avaient décidé de les mettre sur les grands tours, je crois qu'ils voulaient mettre Ardilla, qui a 19 ans, je crois, et d'autres Colombiens de 19-20 ans. Munoz aussi. Ils voulaient les mettre sur la Vuelta. Même encore Quinn Simons aussi, là, le jeune champion du monde junior, qui voulait faire toutes les classiques au World Tour, Ouais, genre voilà. faire Roubaix, tout ça à 18 ans. Est-ce qu'on va pas les... Tout le monde n'est pas Evenepoel. C'est exactement ça. Evenepoel est un cas à part, que c'est bien pour le cyclisme. Ça fait, on a un peu notre mythe qui va faire qu'on va avoir plus de droits publicitaires, peut-être, très bien.
Ouais, c'est Mais l'extraterrestre qu'on a tous les 10 ans, quoi. il faut pas, parce que sinon, en fait, on va créer une génération de coureurs brisés parce qu'on voudra faire comme des Liverpool. Regarde tous les footballeurs français qui étaient censés être les nouveaux Zidane. Exactement. C'est Non, ça. non, mais c'est. Oui, mais un Zidane, t'en as un tous les 2 générations, enfin, un toutes les générations, c'est-à-dire 20 ans, quoi. Oui, et puis je pense aussi qu'il faut pas se voiler, c'est que mine de rien, on va de plus en plus vers des carrières courtes. Donc forcément, un garçon comme Evenepoel ou comme un garçon comme Van Der Poel, on le voit avec Sagan. Hein, Sagan n'est pas vieux, mais Sagan en a déjà plein le cul du vélo, quoi. Lui, il le dit lui-même. Hein, il a gagné assez de pognon. Faire du vélo jusqu'à 36, 37, 38 ans, c'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura de moins en moins de coureurs qui vont aller au-delà de 33, 34 ans. Valverde sera peut-être le dernier quarantenaire à faire encore du vélo de haut niveau. Ouais. Mais on demande tellement à un gamin de 18 ans comme Quinn Simons de découvrir ses classiques. Quand il en reste un. quand il aura fait 10 Roubaix, il aura 28 ans. C'est bon, vous me cassez les couilles avec votre Roubaix. Moi, je fais autre chose, quoi. On aime ton franc-parler, Steve. Ouais, bon, après, Tu parlais de Peter Sagan, donc émergence des pays de l'Est, on va dire, depuis 10-15 ans. Moi, j'ai une question un peu plus globale. Est-ce que tu penses que la mondialisation du cyclisme a accru la concurrence ? C'est certain. Non, mais ça, c'est certain que le vélo était à la base une discipline très européenne, avec de temps en temps un Américain qui arrivait, un Colombien, un ou deux Australiens, un ou deux Néo-Zélandais et c'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le vélo n'est pas uniquement une discipline européenne. Je crois depuis surtout les années 2000, hein, c'est très récent. On a été chercher des Érythréens dans un premier temps. L'UCI a voulu justement mondialiser la pratique du cyclisme en ouvrant son centre mondial justement à la formation de plusieurs coureurs. Et on se rend compte qu'effectivement, le cyclisme est devenu populaire dans de nombreux pays, notamment surtout effectivement avec l'émergence des Colombiens. Il ne faut pas se voiler, c'est désormais une nation forte. Binyam Gramail, excellent d'Adelco. Cadel Evans, premier Australien à remporter le Tour en 2011, par exemple. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai que c'est devenu international, c'est devenu beaucoup plus international que dans les années 2000, voire même jusqu'à 2010, où il y avait très très peu de nations autres que européennes et anglophones, j'ai envie de dire. Mais du coup, le programme fait que les courses aussi se développent de plus en plus au niveau international. Quand on voit maintenant au mois de janvier, on peut avoir 20 jours de course au 30 janvier avec le Tour de San Juan, le Tour de Colombie, le Tour de Tataouine, machin. Enfin bref, il y a des courses de partout. Et finalement, les saisons routes, elles sont énormes parce qu'elles commencent début janvier et se finissent mi-novembre. Et les mecs, ils n'ont pas le temps de se reposer. Donc il y a ça aussi qui fait que les mecs à 30 ans, c'est bon, le vélo, ils le rangeront au placard et ils iront à la pêche. Hein. J'ai une question, je vais l'appeler la question retour vers le futur. Est-ce que tu es pour un retour, par exemple, des équipes style nation ? On arrête les sponsors et on revient aux équipes avec des pays, quoi. Non. Déjà, je ne l'ai pas connu, donc je ne sais pas trop à quoi ça peut ressembler, très honnêtement. Personne l'a connu, je pense. Non, ici. personne l'a connu, personne n'est né en 1930, ça va. Non, mais du coup, non, parce que je fais quand même partie de ceux qui pensent que le cyclisme, c'est quand même un sport où on doit gagner sa vie en faisant du vélo. Et je pense que si c'est des équipes nationales, les fédérations n'ont pas à mettre la main à la poche. Pour moi, les fédérations doivent avoir leur rôle d'équipe de France pour les jeunes, pour la formation, pour les féminines, pour d'autres disciplines qui en auraient besoin. Donc de là à revenir à des équipes nationales pour la route, non, je suis pas pour. Alors j'ai une question, vu que tu parlais des quarantenaires. Alors moi, mon coureur favori perso, c'est Rebellin. Qu'est-ce que tu penses d'un coureur comme ça qui, même il y en a quelques-uns encore, je pense à Oscar Sevilla aussi en Amérique du Sud, qui a fait deuxième du GP de Patagonie à 42 ans. Qu'est-ce que tu penses de ces coureurs justement qui ont eu des problèmes par le passé et qui justement courent dans des équipes Rebellin, il allait en Algérie et tout, uniquement pour courir, pour avoir justement face à tout ce monde qui à 30 ans dit le vélo finalement ça m'ennuie. Et en parallèle, tu as des coureurs comme ça de l'ancienne génération qui restent jusqu'à il a prolongé pour 2020 à la mairie de la Canem, Rebellin. Il va prendre sa retraite à 49 ans, voire 50. Enfin, Écoute, moi je fais partie de ceux qui estiment qu'on peut avoir une deuxième chance dans le milieu, c'est pas un problème. Après, c'est sûr que on est quand même dans une recherche d'assainir le milieu, et forcément, quand on parle tout le temps de Rebellin ou d'Oscar Sevilla, on ne peut pas s'empêcher de revenir sur leur passé. Je trouve ça dommage parce que justement, on devrait parler du coureur et de cette fameuse longévité qui est difficile à avoir. C'est exceptionnel. Bien sûr, c'est exceptionnel.
Non, mais bien sûr. Après, moi, j'ai pas d'atome crochu avec ça, justement, parce que je pense qu'effectivement, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on est passionné et quand on a été un petit peu conservé quand on était chez les jeunes, j'ai envie de dire, le vélo, c'est un sport où il n'y a pas vraiment de choc. C'est un sport porté où on peut justement, on peut faire des carrières longues à la rébelline. Après, je suis pas admirateur. Je trouve ça beau, mais mais honnêtement, aujourd'hui, moi j'ai 36 ans, je me vois pas arrêter le vélo maintenant parce que justement, j'aime vraiment ma discipline, mais c'est pas pour autant que j'ai envie qu'on me considère comme quelque chose d'exceptionnel de pouvoir continuer, tu vois. Donc peut-être que quand j'aurai arrêté, je dirais putain, ouais, là c'est sûr, à 49 Question ans, pour toi, chapeau si ce qu'il jamais fait, par quoi. exemple une Conchi pro française débarquait demain, je sais pas, par exemple la Vital Concept ou je sais pas moi, la Uhum. Direct Energy dit bon, on a besoin d'un classic man. Est-ce que tu es chaud? Tu fais une pige avec nous à 38 ans, ta dernière année sur route 100% et sûr. Ouais, d'accord. voilà, tu reviendrais? Ah oui, 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 ah oui, oui, Tu 100%. accepterais à fond? 100%. Aujourd'hui, j'ai pas je cherche pas à démarcher ce genre de situation. J'ai pas envie de le revivre et d'être au crochet de ma copine ou de mes enfants à me dire non, mais il faut absolument que j'essaye. J'ai pas le couteau sous la gorge à me dire que ma vie ne sera pas réussie si j'arrive pas à refaire un dernier Roubaix. J'ai cette frustration de ne pas l'avoir fait l'année où j'étais chez Cofidis, justement, parce que j'étais vraiment prêt. J'avais terminé 4e du Grand Prix Samin. J'étais vraiment en condition et à l'époque, bah voilà, ça s'est mal passé avec la direction, peu importe. Mais j'ai cette espèce de petite minuscule regret de me dire putain, j'aimerais bien en refaire un Flandre et un Roubaix. Maintenant, je ne vais pas vivre avec ça toute ma vie, à avoir ce regret-là, bien au contraire. Mais c'est sûr que si demain, que ce soit Vital Concept, que ce soit Arkea Samsic, que ce soit Direct Energy qui m'appelle et qui souhaite profiter de mon expérience et me donner la chance de le faire pour justement communiquer sur les anciens qui veulent refaire des classiques, je signe des deux mains sans aucun problème. À condition de ne pas perdre mon statut de consultant sur Eurosport, par contre. Ah bah ouais, on perd pas le Bon, vin, on perd pas le vin. Jean-René Bernaudot, on t'appelle, hein. T'es là si t'as besoin. Oh, Pour Pinot aussi, ce, hein, Jérôme Pinot. Si t'as besoin de Oh, je quelqu'un. pense qu'ils sont bien chez Direct Ouais, Energy. ils sont bien quand même avec Nikita Arshra. pour ce, Bah, ce serait pas mal un duo avec Arshra quand même. Ouais, pour après, moi, j'ai pas le même talent ni la même abnégation que Terpstra, mais c'est sûr qu'un garçon comme ça, je pense que c'est une très très bonne recrue pour Direct Energy qui peut vraiment s'inspirer de ce gars-là parce que bon, il était détesté dans le peloton et moi aussi, hein, quand je dis quoi, je le détestais, ce mec-là, c'est une petite pute, hein, pour parler clairement, mais du coup, c'est quelqu'un justement qui sait mettre de côté son caractère et peut-être sa gentillesse pour être un champion et être con finalement sur le vélo et ça marche, hein, quand on voit son palmarès, hein. Pourquoi il est autant détesté, Terpstra? Bah, Parce que par exemple à Bah, Moscone, on peut comprendre c'est- pourquoi, mais Terpstra? bah, il est pas trop collectif, je crois. Il est ouais, pas il n'est trop pas dans le trop but d'un collectif. Puis collectif. après, comme je l'ai dit, c'est vraiment le bon mot. C'est voilà, clairement sur le vélo, c'est une petite pute. Il va te faire un freinage, il va te faire un intérieur, il va faire exprès de te passer devant pour pas que tu récupères ton bidon. C'est quelqu'un qui, dès que tu le touches un tout petit peu parce que ça frotte, il va te gueuler dessus parce qu'il veut pas se laisser faire et il veut montrer qu'il a du caractère. Mais honnêtement, je suis admirateur de ce genre de coureur. Je le détestais lorsque j'étais à côté de lui sur le vélo, mais aujourd'hui, je suis admirateur de ce mec-là. Parce que justement, réussir à être aussi con sur une course de vélo pendant 7 heures et une fois la ligne d'arrivée franchie, partager une bière parce que c'est quelqu'un de très généreux et de très gentil, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde, hein, d'être comme ça. Et très franchement, quand on est coursier, on ne l'aime pas. Mais moi, aujourd'hui, que je ne cours plus avec lui et que j'ai appris à connaître le bonhomme, le mec à côté, bah voilà, c'est un peu comme des garçons comme Nasser Boigny, comme des autres sprinteurs. Ils ont un caractère qui est particulier sur le vélo, mais à côté de ça, dans la vie de tous les jours, c'est pas les mêmes personnes. Donc, faut différencier l'athlète du coureur, l'athlète de la personne, pardon. Et Terpstra fait partie des coureurs que je détestais quand j'étais coursier, ça c'est sûr. Mais par exemple à Moscone, lui, c'est en dehors et sur le vélo, tu vois? C'est Bah, à ce qui paraît, le je le connais pas du tout en dehors du vélo, mais c'est sûr que ça a l'air d'être un sacré con. Après, enfin, moi qui suis un grand fan de Vital Concept, entre les insultes envers Kevin Reza, bon, qui remontent à l'époque de la FDJ, qu'il aurait bousculé Reichenbach en descente, même si ça n'a jamais été Ouais, le truc prouvé. sur Reichenbach. Et ce qu'il a quoi. fait encore où il balance le vélo de, je crois que c'est de Bucherer, ouais, où ou il sa balance main, son ouais. vélo dans la gueule. Mm. Enfin, c'est à un moment, on n'a pas un comportement. Non, c'est Et puis certain. même déchirer son dossard comme ça, c'est Ouais, c'est Gébert un au manque Tour de de respect France pour. aussi.
Ouais, voilà, Gilbert Autour Ouais, de France, Gilbert, c'est un ouais. manque de respect pour tous les coureurs. Non, c'est certain. Non. Après, voilà, moi je pense que si, par contre, quand on voit le potentiel physique qu'a ce mec-là, on se dit que c'est quand même dommage de ne pas réussir à faire abstraction et à réussir à se contrôler, parce que s'il est chez Ineos, c'est forcément qu'il a des dispositions physiques qui sont énormes. Donc, mais c'est vrai que moi, Moscone, j'ai pas vraiment de respect pour lui de par ce qu'il dégage quand il est sur le vélo. Mais ça se trouve dans la vie de tous les jours, on sait que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu agriculteur, je crois, en Italie. Donc il y a la culture, voilà, la culture dans le sang, un dur au mal pour qui la vie n'a jamais été facile pour lui. Ça n'excuse pas tout, c'est certain. Après, il faut essayer de le connaître. Mais effectivement, mon premier jugement, a priori, c'est que Comment la Ineos peut garder un coureur comme ça qui en plus leur fait une mauvaise pub en plus? justement, la question est de savoir, est-ce que ça leur fait vraiment une mauvaise pub? Manuel. Parce que finalement, on parle Ouais, de ça, ouais, mais machin, mais à côté de ça, je pense qu'il est d'un tel soutien sur certaines courses. Je pense qu'ils essayent de différencier tout simplement l'athlète du coureur. Après, l'image, effectivement, c'est impacté, mais pour autant, l'image. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est avec les réseaux sociaux, ça va, ça vient. En l'espace d'une demi-journée, c'est déjà oublié. D'accord. Ouais. Peut-être un peu pour se recentrer un peu plus sur ta Et- carrière sportive, Steve, est-ce que ton titre de champion de France, donc de cyclo, c'était en 2018, c'est pour toi le plus beau moment de ta carrière sportive? Ouais, je pense que ça fait partie des plus grandes émotions sportives. Je suis en train de réfléchir quand même parce que j'ai pas 15 000 victoires, mais l'étape de 3 jours de panne. ouais, pas mal aussi. j'ai gagné au 3 jours de la panne, oui, très, très content, évidemment, c'était une super course et une très belle victoire. Après, j'aurais tendance à dire que lorsque j'ai gagné au Japon, l'année qui a suivi mon titre, Ouais. j'ai gagné du côté Ouais. de Tokyo un cyclocross international là-bas. Oui. J'ai gagné avec Ouais. le maillot de champion de France. L'émotion était totalement Ouais. différente, mais c'était vraiment une émotion très, 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 très forte aussi. Ma première victoire chez les pros lorsque j'étais à Aubert au circuit de Lorraine avec un maillot jaune où je m'impose devant à l'époque Philippe Gilbert, Jörg Jaschke, il y a pas mal de Pierre Roland Incroyable. qui était au Crédit Agricole. Putain. Ça c'était assez énorme parce que c'était ma première victoire chez les pros et une course à étapes en plus. Mais oui, on va dire que émotionnellement parlant, ça fait partie de mes plus grandes émotions sportives. Parce que dans la vie, à côté, j'ai vécu d'autres émotions beaucoup plus fortes qu'une course de vélo quand même. Et ta plus grande émotion en tant que commentateur? Ma plus grosse détresse, c'est l'année dernière au Tour de France quand Thibaut Pinot abandonne. Là, je suis vraiment. Vraiment. C'est tout le monde. Vos compères d'Eurosport aussi. Non, mais là, vraiment, c'est quelque chose. Tout le monde était Non, pareil. mais moi j'étais là, j'ai coupé mon micro, j'ai dit à mon chef qu'il était hors de question qu'il me fasse parler. J'ai dû sortir, j'étais en train de pleurer comme un gamin à qui on enlevait son rêve de voir le Père Noël arriver et donner les cadeaux. Enfin, on pensait vraiment, tout le monde pensait vraiment que Thibaut était capable de remporter ce tour. Et quand il abandonne, moi je mets au moins 10 minutes, un quart d'heure avant de reprendre mes esprits, de me dire que je suis au travail, qu'il faut que je reprenne contrôle de mes émotions. C'est l'une des déceptions les plus fortes en tant que commentateur. Après, par contre, ma plus belle. Question un peu détail. Joie. Question un peu détail. Tu l'as vécu comment sa bordure? La bordure, il prend 1,40, je crois, en première semaine. Est-ce que tu t'es dit, putain, on retombe encore dans les fameuses failles de Thibaut Pinot, quoi? Non, pas du tout. Toujours. Non, pas du tout, parce que je connais un petit peu Thibaut et je sais que c'est quelqu'un de très professionnel. Qu'on se moque beaucoup parce que justement le fait qu'il n'aime pas frotter, le fait qu'en descente il perde du temps, mais c'est quelqu'un de très intelligent qui sait parfaitement ce qu'il faut faire pour ne pas subir ça. Et quand on voit, d'ailleurs c'est France Télé qui avait suivi dans le bus l'arrivée, on voit la déception et l'énervement parce qu'on sent qu'il a loupé quelque chose. Ouais. Et moi je l'ai vécu de manière à me dire que ça allait pouvoir lui donner certaines opportunités et qu'il allait être moins dans le calcul. Ouais. Avec Jackie très rapidement, ça a été non mais tu vas voir, il va vouloir rattraper du temps, il va tenter des trucs de dingue. Et en fait, c'était ça. Puis on savait qu'il était bien aussi Ouais, on en savait qu'il montagne était en avec forme. la planche des Belgiques. Ouais. C'était pas trop de soucis non plus.
Après, en Et puis Belgique, le le chrono par équipe, contre-la-montre, et puis Même, voilà. même Saint-Etienne aussi, avec Alaphilippe. ouais, même à C'est le seul Saint-Etienne. à avoir suivi Ouais, non, mais le coup avec Julien, on sent que voilà, si clairement, si Thibaut est dans le match pour le classement général, je suis persuadé qu'il n'essaye pas d'aller avec Julien pour gratter 15 secondes. Hein. Et ta plus grosse joie en tant que Ma plus commentateur? grosse joie. Euh... Oh, j'en ai eu pas mal quand même. Sincèrement, je pense que la victoire de Julien à Épernay était énorme l'année dernière. Ah, il était belle. Vraiment pareil. En plus, j'étais en bord de ligne, je l'ai vu arriver. Il m'a un peu sauté dessus aussi juste derrière. Enfin, c'était assez énorme. Mais sinon, quand même, ma plus grosse joie, ça reste, je pense, le championnat de France que Anthony Roux remporte. Parce que je connais Anthony, on avait même échangé la veille par texto, parce que justement, lui, il m'avait envoyé un petit texto, j'aimerais bien faire une Chanel suite à Kelnuck et tout, parce que c'est un Lorrain comme moi. Et, pardon. Et quand il passe la ligne, pareil, je pleure parce que c'est quelqu'un que je connais et je sais que c'est quelqu'un qui a été le chercher au plus profond de lui aussi, quoi. D'accord. Voilà. Anthony Roux, capitaine de route de C'est ça, ouais, à la FDJ, ouais, Ouais, exactement, ouais. Mm. Ouais. Non, il avait fait. Et d'ailleurs, après, il va sur le Tour du Limousin et il remporte la première étape où il a avec La route maillot d'Occitanie, tu veux dire aussi. la route Ouais. d'Occitanie, ouais. Et il remporte l'étape avec le maillot rouge. Ouais. Et il y avait on sentait vraiment Ouais, une mais fierté. moi je sais que justement il m'avait envoyé un texto même pareil, parce que moi je m'étais fait à l'époque de Kelnuck, casque, lunettes, chaussures, bleu, blanc, rouge. J'avais cherché à faire la panoplie qui va bien, et il m'avait demandé où j'avais fait faire mes lunettes justement à l'époque. Et enfin voilà, on avait bien échangé. C'est vraiment un super mec, Anthony, qui avait lui aussi été cherché, je crois que c'était 3 ou 4 fois deuxième des championnats de France, chrono et route. Et là, il arrivait Ouais. enfin à décrocher son titre. Et toi qui as porté le maillot de champion national, est-ce que vraiment ça te donne quelque chose en C'est plus au niveau énorme. du public ou même au niveau de toi, une motivation C'est supplémentaire? Tu parlais du Japon, justement. Tu as été accueilli de manière un peu atypique. Est-ce que le regard des Japonais, par exemple, sur le cyclisme, notamment sur les Français, on dit souvent que les Français Non, sont c'est pas du tout adulés un au cliché, Japon. c'est la Est-ce que c'est un réalité, cliché c'est ou pas? incroyable. Le Japon, c'est un pays, j'ai Ouais, vraiment envie d'y ouais. retourner pour emmener mes enfants, pour leur apprendre ce que c'est le respect, parce que il n'y a pas 15 000 pays qui fonctionnent de cette manière. Je crois même que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu dans les couloirs du métro tout le monde qui marche à droite, tout le monde qui laisse passer les vieux dans les transports en commun, tout le monde qui roule à 110 sur l'autoroute parce que c'est 110. Même pour raconter une anecdote, c'est rigolo parce que je faisais la reconnaissance du parcours et la reconnaissance c'était 13h30, 14h15. Et à 14h15, je suis en train de finir mon dernier tour et il y a un coup de sifflet. Donc ça siffle et tout le monde sort du parcours. Et moi, en bon français, je dis bah ouais, je finis mon tour. Puis une fois que j'ai fini mon tour, une fois que Ah ouais, la fameuse discipline voilà, des moi je me Français. dis je vais sortir sur la ligne d'arrivée et là tout de suite l'organisateur me saute dessus et m'explique en anglais que 14h15 c'est 14h15, c'est pas 14h16 et moi en bon français je lui dis oui pas de problème, je finis mon tour et c'est là que j'ai compris qu'en fait non c'était moi le gros con dans l'affaire et que effectivement cette discipline elle est assez énorme et en plus forcément moi j'étais regardé parce que j'étais avec mon maillot de champion de France et j'étais avec mon entraîneur là-bas et on était les deux Français justement avec notre culte français, hein, avec voilà, nos manteaux grands ouverts, à brailler au téléphone pour téléphoner pour qu'on nous entende bien. Et au final, c'est un voyage de fou. C'était extraordinaire. Pour revenir sur ta carrière, tu nous as parlé, tout à l'heure du Giro 2009 et de ta très mauvaise expérience. Est-ce que est-ce que tu as le souvenir de ton pire jour sur le vélo? Oh, alors l'un des pires jours sur mon. Bonne question. Honnêtement, il y a Ouais. plus de mauvais jours sur le vélo que de bons jours. Mais par contre, Ouais. honnêtement, j'ai pas de grands souvenirs où j'étais en pleine détresse, dans le dur. Enfin, en tout cas, j'ai très vite switché, je suis passé à autre chose. Après, honnêtement, le Milan-San Remo 2013, c'est Gérald Ciolek qui l'emporte, Sous la neige. où on nous fait monter dans les bus au pied du Turquino parce que le Turquino est infranchissable à cause de la neige. On rebascule côté mer, il fait 5 degrés et il pleut à vache qui pisse. Honnêtement, c'est l'un de mes plus mauvais souvenirs sur le vélo parce que j'ai vraiment eu très 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 froid. Je m'étais préparé à fond pour cette course et finalement, j'ai jamais été un homme du froid. Ça peut paraître fou, mais je suis pas du tout un homme du froid. Et
Pour un Vosgien et crossman en plus, t'imagines le mec, il est complètement taré en fait. Et au final, ouais, c'est l'un de mes plus dures journées sur le vélo avec cette étape d'Andorre. Quand j'abandonne la Vuelta aussi, j'ai eu très froid, très très dur. Et sinon, mon premier Roubaix, je termine hors délai. Alors, ça doit être en 2000, que je raconte pas de conneries, en 2009 ou 2010. Je termine hors délai à 20 minutes de Cancellara et je passe la ligne d'arrivée et là, j'ai envie de vomir, je suis au bout de ma vie. C'est la course où j'ai été le plus loin dans la douleur pour finir, parce que c'était mon premier Roubaix. Et là, par contre, tout le retour en bagnole avec mes parents, j'étais mal à crever, j'ai fait que de vomir. J'étais tellement en fringale que j'ai bouffé peut-être 7-8 gels pour terminer la course, et ça m'a brassé le ventre, et j'ai été au plus mal sur cette course-là. Ouais. Si par exemple on te proposait avec une baguette magique de refaire ta carrière, est-ce qu'il y aurait des choses que tu changerais ou est-ce que tu garderais? Ah non, ça c'est certain, avec l'expérience aujourd'hui, je changerais ma mentalité, ça c'est sûr. Je changerais ma mentalité, je changerais ma vision du sport que j'avais à l'époque, puisque je considérais le sport comme un défouloir et comme un exécutoire, et je considérais pas ça comme un métier. Donc par moment, je pense que j'ai été un peu laxiste, et je pense que j'ai pas été pro tout simplement dans ma démarche de coureur. Je changerais l'homme tout simplement, je changerais mon caractère, et je changerais ma vision que j'ai du sport de haut niveau. Cette vision-là, je l'ai eue, c'est terrible à dire, mais je l'ai eue en 2017, lorsque j'ai divorcé dans un premier temps, et puis lorsque je me suis retrouvé seul face à moi-même. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, c'est terrible à dire. À cette époque-là, tu étais sous statut Ouais, amateur. exactement, mais c'est ce qui m'a fait grandir, en fait. Je suis passé... Et un an après, tu es champion de France. Bah voilà, c'est ça, non. Et puis en plus, tout le monde me disait, putain, oh la vache, le mec, il connaît la difficulté avec sa femme qui se barre et tout. Et ça va être dur, mais en fait, ça m'a fait un bien énorme. Pareil, lorsque j'ai eu mon premier enfant, parce que j'étais papa assez tôt, à 24 ans. Donc forcément, c'est pas tout le monde qui est papa à 24. Et en fait, mon fils m'a fait passer de l'enfance à l'adolescence. Et puis mon divorce de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà. En gros, c'est les étapes de ma vie. Oh, c'est beau, c'est honnête, bravo. Ah, c'est bien dit, ouais, mais... Bravo. Mais après, est-ce que si tu avais changé l'homme, comme tu dis, tu serais... Parce que quand même, Chenel, dans les pelotons, c'était quand même connu pour un mec qui gueulait, quoi. Tu avais ton caractère, t'étais un caractère fort. Tu dis Terpstra était un caractère fort, mais tout le monde avait un caractère fort. Mais Ouais, moi j'étais quand même un bout en train, qui prend pas voilà. trop au sérieux, qui rigole. Quand je fais 28e, bah c'est pas grave, allez, on recommencera l'année prochaine. J'étais très laxiste, très cool. Voilà, j'avais pas pris conscience qu'il y avait de l'argent en jeu, qu'il y avait des sponsors derrière, qu'une carrière ça passait très vite. Il y a beaucoup de choses qui feraient, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'étais pas prêt pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas honte à dire que j'étais jeune et con, hein, dans ces moments-là. J'ai commencé à gagner un peu de pognon. J'ai acheté une BM, j'ai acheté une voiture, une montre de luxe. Des choses aujourd'hui qui me paraissent tellement futiles, mais il a fallu quand même que je fasse ces conneries-là pour me rendre compte que coureur cycliste, c'est un vrai beau métier, quoi. Par exemple, je crois, j'avais lu ça sur un article, je sais pas si c'est France Télévisions, enfin peu importe, mais un média assez mainstream et connu avait fait un reportage sur toi. Ouais, c'était France Télé, ouais. Et ouais, et justement, mine de rien, parce que bon, on parle de ta carrière, etc. Avec ses hauts, avec ses bas, mais comment tu peux expliquer, par exemple, on va dire quand même ta médiatisation, parce même Steve Chenel, c'est quand même assez connu dans le peloton, même pour ceux qui suivent le cyclisme. T'es quand même relativement assez médiatisé par rapport au. Ouais, carrément. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, déjà, dans un premier temps, j'ai toujours répondu par la positive aux médias, que ce soit les médias presse, internet, podcast, tout ce que tu veux, magazine. Ouais. Moi, j'ai toujours dit oui, parce que pour moi, j'avais bien compris, par contre, que ça faisait partie du job. La première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé chez les pros, on m'a dit, t'es coureur cycliste, mais pas que, tu dois véhiculer une marque. Donc ça, par contre, à ce moment-là, j'étais pas jeune et con. Ça, j'ai tout compris. Qu'il valait mieux plutôt dire oui, et ça m'est même arrivé répondre le soir à table alors que j'étais avec mes enfants à partager un dîner, à répondre aux journalistes pendant une demi-heure. Du coup, leur repas était niqué, mes gosses m'en voulaient, mais c'était pas grave parce que j'avais fait le job. Donc du coup, forcément, quand on dit tout le temps oui, on sait que je suis un bon client parce qu'en plus, je dis les choses de manière claire. Justement, merci je me permets de te couper. Tout le monde n'est pas bon client et n'a pas la capacité à être bon client comme toi, avec ton bagou, avec ta culture, avec ton côté un peu, comme tu dis, bout en train, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça. Après, pour autant, je n'ai jamais travaillé. Et si on regarde mes bulletins scolaires, c'était plutôt ça. C'était s'amuse à faire le pitre, amuse la galerie. Je pense qu'effectivement, il y a des prédispositions à la base qui font que oui, j'ai facile de répondre du tac au tac et de sortir une blague et faire rire la galerie. Après, comme à l'époque, le vélo pour moi c'était juste un défouloir. Effectivement, on avait l'impression que j'étais pas sérieux, mais pour autant, je faisais quand même mes heures de selle. J'allais à l'entraînement, je me faisais des séances d'intensité compliquées et difficiles, mais du coup, cette médiatisation, elle est venue un petit peu aussi par mes résultats, pas que parce que je rigolais. J'ai terminé 8e de Gand-Wevelgem, j'ai fait 2 top 15 à Roubaix, j'ai quand même des bons résultats, j'ai gagné à La Panne, et puis voilà, je faisais partie des coureurs un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu anticonventionnel, c'est-à-dire que Chenel il était là, des fois j'attaquais un peu n'importe comment, parce que justement vu que c'était un jeu, pour moi à l'époque, je m'en branlais en fait tout simplement quoi. Ok. Voilà. Steve, directeur sportif d'une équipe. J'aimerais bien, mais manager, oui. Manager, parler à des gens, être dans un bureau à donner des directives, à donner des pistes de progression, etc. Ça peut m'intéresser. Par contre, être dans une voiture, conduire des mecs, leur dire quoi faire, leur dire attention, rond-point, on tourne à gauche et tout. Non, ça m'intéresse pas du tout. Non, moi, non, directeur sportif, non. Ok, on va. Sauf évidemment, et là vous allez me reconnaître, sauf si évidemment demain on m'appelle, on me propose 20 000 balles par mois pour faire ça, oui je le fais. T'es pas le seul. C'est sûr. Si on pouvait te payer pour jouer à PCM, on serait très bien. Ouais, mais ça c'est sûr. Il y a pas mal de choses que j'accepterais assez bien pour l'argent, ça c'est sûr. Voilà. Même si, encore une fois, je leur dis, à un moment donné, c'est pas que ça. Moi, aujourd'hui, si je suis consultant à Eurosport, je le fais évidemment parce que j'aime le vélo et parce que j'ai eu cette opportunité. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me dire que quand je vais à Paris, je vais faire quelque chose que tellement de personnes aimeraient faire, que je me sens vraiment privilégié. Et autant quand j'étais coureur, j'étais jeune et con et j'avais pas conscience de ça, autant là, mon statut de et ce rôle que j'ai, par contre ça, j'ai pas honte à dire et au contraire, je le travaille. Je travaille beaucoup. Sauf qu'on dit des marques, faut pas dire des marques, on se rappelle. Ouais, au contraire, il faut savoir en jouer. Mais ce qu'il en est, c'est effectivement, non, mais tu vois, j'essaye de faire beaucoup de travail de diction. Je m'écoute beaucoup, justement, pour savoir si je suis pas rébarbatif dans mes mots, dans mes liaisons. À la base, je suis une brêle en français. Je n'ai jamais été très bon en français. Mais la lecture, justement, m'a imposé à utiliser un vocabulaire assez riche, en tout cas, j'espère. Et puis, du coup, moi, je suis quelqu'un de naturel. Donc, au moins, voilà, je travaille je travaille tout ça. Je suis beaucoup connecté au réseau aussi pour suivre l'actu des coureurs, pour quand je donne une information, que c'est pas une information bidon ou autre. Et puis après, voilà, j'ai conscience de la chance que j'ai. Donc, je saisis la chance que j'ai à 2000%. Super. Okay. Moi, j'avais juste une dernière question que j'ai pas eu le temps de poser tout à l'heure. Alors, on parle des Van Der Poel et Van Aert qui sont capables de tout faire, mais toi, on leur fixe aucune limite. Est-ce que toi, par exemple, tu vois un Van Der Poel vraiment capable de tout faire? Par exemple, d'aller gagner le Tour des Flandres, puis un jour d'aller viser un grand tour? Ou tu penses qu'il y a quand même une certaine Je pense qu'aujourd'hui, Van Der Poel est capable de gagner toutes les classiques, même des classiques très très dures, très montagneuses. Je pense au Liège-Bastogne-Liège ou au Lombardie, par exemple. Voilà, ces courses-là, il est capable de les gagner parce que il est capable de passer sur un état de fraîcheur et sur la force. Après, de là, quand même faire même ne serait-ce top 5 d'un grand tour, pour moi, il n'a encore pas le gabarit pour ça. Mais sinon, ouais, il a la caisse pour peut-être que dans allez, on va dire 5-7 ans, s'il se met à perdre du poids, pourquoi pas, ouais. Ok. Voilà. Okay. Du coup, s'il y a une dernière question pour Steve, les gars, on va peut-être. Non, on a tout fait. J'ai demandé ce que j'avais demandé.
Ok, Voilà. on va clôturer. Déjà, on te remercie au nom de toute l'équipe d'avoir pris ton temps et voilà, d'être venu dans notre émission. Ça nous a Eh ben touché, ça super, flatte un tant peu mieux notre pour ego vous, c'est aussi. cool. Hein, C'est tu cool. vois. Voilà. Et Eh ben voilà, Ça fait un pas de beau problème. tremplin. voilà. Ah ouais, c'est ça. Ça fait Voilà. très Steve, plaisir. t'as un Twitter Ouais, où je suis assez t'es actif sur Twitter. Après, Ok. Twitter, Instagram, Facebook, moins maintenant, mais ouais, c'est surtout Twitter, Instagram, les deux supports médias et sociaux qui sont les plus où c'est qu'il y a le plus de monde, ouais. Ok. Bon, messieurs, Ok. si vous avez un mot de la fin. Moi, je dirais magnifique. Voilà. C'est à toi. Bah, c'est bien, fidèle à sa devise naturelle, Bah voilà. ouais, toi, je me suis même Voilà. couché pendant le podcast, impeccable, mais qui est cool. Voilà. Ouais, merci. Eh ben super les gars, bah ma foi, bonne émission. À plus tard et à plus et bon Merci. courage et bon confinement. Merci à toi Voilà. et puis bravo et Merci puis Ok, plein de ciao bonnes les choses gars, pour la ciao, suite. ciao, Salut, bye, Kevin. bye. Salut. Salut. Ciao.